Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle série d'Historiapolis. Dans le cadre de notre très long parcours dans l'histoire de l'Italie qui va des origines de Rome jusqu'à l'Italie contemporaine, je vous ai proposé dans une série précédente de s'intéresser à l'histoire de la péninsule italique, de l'âge du bronze, puis de la Grande Grèce et de la fondation de Rome, jusqu'à l'Empire romain, sa fondation, son apogée, son déclin et enfin son effondrement, le tout en 3 épisodes. Les 3 nouveaux épisodes que je vous propose sont consacrés à l'Italie médiévale, c'est-à-dire sur une période de 1000 ans environ, de la fin des années 400 à la fin des années 1400, la période chaotique qui a suivi la fin de l'Empire romain et le renouveau progressif des cités italiennes, les menant jusqu'à la Renaissance, ces grands artistes, philosophes, scientifiques et stratèges politiques. Dans ce parcours, on sera toujours principalement accompagné de la très longue Histoire de l'Italie, rédigée par Pierre Milza, paru chez Fayard en 2005. Et ce tout premier épisode sera plus particulièrement consacré à la deuxième moitié du premier millénaire, couvrant la période allant de l'an 500 à l'an 1000 environ, séquence historique profondément chaotique pour l'Italie, faite d'invasions, d'occupations, de fondation de nouveaux royaumes, de nouveaux empires, mais aussi déjà du début d'une nouvelle prospérité pour les villes de la péninsule. Commençons donc par les tout premiers moments qui suivent l'effondrement de l'Empire romain en 476. 2 écoles s'opposent souvent quant à l'interprétation du moment du Haut Moyen-Âge en Italie. Ceux que l'on appelle les romanistes, qui considèrent que les barbares portent la principale responsabilité de l'effondrement civilisationnel que constitue la période, et les germanistes, qui considèrent que c'est aux tribus germaniques que l'on doit la régénération d'un monde romain qui n'aurait dû sa décadence qu'à lui-même. Sans tomber dans les 2 interprétations extrêmes, on doit constater qu'il y a, de manière incontestable, une régression civilisationnelle à cette période. En fait, après 476, c'est Odoacre qui s'empare du pouvoir en Italie, bien que la situation soit confuse et que nombreux soient ceux qui se disputent la souveraineté. Reconnu patrice d'Italie par Zénon, empereur d'Orient, Odoacre est en fin de compte une sorte de régent dont la principale tâche est de repousser diverses invasions barbares, ayant lui-même des origines germaniques incertaines. Mais à la fin des années 480, Zénon envoie le roi des Ostrogoths Théodoric déposer Odoacre en son nom et prendre le pouvoir en Italie. En fait, il ne s'agissait pas tant d'une volonté de Zénon de liquider Odoacre que d'un désir de sa part de se débarrasser des Ostrogoths en les envoyant le plus loin possible, ces derniers installés en Bulgarie menaçant de plus en plus Constantinople par leurs raids fréquents et dévastateurs. Toujours est-il que les Ostrogoths débarquent dans la plaine du Pô et en 493, Théodoric tue Odoacre de ses propres mains lors d'un banquet. Théodoric, roi jusqu'en 526, ménagera le Sénat romain, comme l'avait fait Odoacre, lui laissant ses prérogatives et entretenant des rapports corrects avec la noblesse sénatoriale. Son règne sera vécu comme une période de répit global où les infrastructures seront peu à peu réparées, où la vie économique reprendra son cours, où l'Église gagnera en influence et où la vie intellectuelle reprendra un certain éclat, sous l'égide notamment du philosophe Boès, influent à la cour de Théodoric. Du 6e au 8e siècle principalement, l'Italie va être le cadre d'une lutte d'influence structurelle entre peuples germaniques, principalement les Lombards, et l'Empire byzantin, même si l'influence byzantine se prolongera encore plus tard dans la péninsule. Dès 533, l'empereur Justinien lance la reconquête de l'Italie et occupe Rome en 536 après avoir reconquis l'Afrique du Nord et la Sicile face aux Vandales. Dans ce conflit d'une vingtaine d'années que l'on appelle la guerre des Goths, le peuple ostrogoth va être presque entièrement massacré et les conséquences vont être désastreuses pour l'Italie, où tous les progrès réalisés par Théodoric au niveau économique, social et institutionnel vont être réduits à néant. En 2 décennies, l'Italie aura sûrement plus souffert que durant le siècle précédent d'invasion. Dans ce contexte, l'influence ascendante de l'Église se précise et on assiste à un fort développement du monachisme sous l'égide de Benoît de Nursie, fondateur de l'ordre des Bénédictins et de l'abbaye du Mont-Cassin en 529. Mais après la victoire byzantine au milieu des années 550, le répit sera de courte durée. En 568, provenant du bassin de l'Elbe et probablement originaires de Scandinavie, les Lombards débarquent à près de 200 000, dont de nombreux combattants, dans la plaine du Pô, semant de considérables ravages et s'emparant des villes, dans une région qui avait été considérablement byzantinisée culturellement.
C'est à ce moment-là que, fuyant les carnages lombards, une partie de la population autochtone va se réfugier dans les zones marécageuses de la lagune et fonder Venise, cette Byzance de l'Ouest, qui fera perdurer la culture romano-byzantine pendant de nombreux siècles. Du côté de Rome, le pouvoir byzantin a de plus en plus de mal, non seulement à se faire respecter, mais aussi à contenir les assauts lombards. Dans ce marasme, la personnalité du pape Grégoire Ier, dit Grégoire le Grand, va réussir à s'imposer et tout en demeurant fidèle à Byzance, le souverain pontife prend de facto le pouvoir d'abord sur la ville de Rome, puis sur toute une partie de l'Italie via les très nombreuses possessions de l'Église dans toute la péninsule, qui permettent des rentrées d'argent, et surtout les réseaux d'abbayes bénédictines qui gagnent les faveurs des populations partout en Europe de par leur influence intellectuelle et sociale dans ce contexte de grande violence. Formidable négociateur, le pape parvient à éloigner les Lombards de Rome et va réussir à faire venir à l'Église une partie des barbares dont la grande majorité était à l'époque dans le giron de l'arianisme. Le 8e siècle marque le déclin définitif de Byzance en Italie, et les possessions byzantines dans la péninsule, que l'on nomme exarchat de Ravenne, du nom de la capitale, se réduisent de plus en plus au fil des défaites militaires et des révoltes d'une population excédée par le mauvais gouvernement. De plus, au cours du 8e siècle, la papauté romaine, encore sous domination de l'exarchat, se rapproche des Francs, qui interviennent davantage en Italie et fidélisent leurs relations au pape par des expéditions contre les Lombards. En 751, Pépin le Bref, qui exerce le pouvoir réel sur le royaume des Francs en tant que maire du palais, cherche à déposer Childéric III, le dernier des rois fainéants, qui sont de fait devenus des hommes de seconde zone. Lassé de l'incapacité de Byzance à le protéger, le pape Zacharie décide de légitimer le pouvoir de Pépin et l'autorise à se proclamer roi, dans un contexte de reprise des attaques lombardes dans la péninsule. 3 ans plus tard, en 754, son successeur Étienne II se rend en terre franque pour assister au sacre de Pépin. Il s'agit d'un échange de bons procédés. Par la légitimation du pouvoir de Pépin, le souverain pontife admet que son nouveau protecteur officiel n'est plus l'Empire romain d'Orient, mais le royaume des Francs, reconnu comme épée de la papauté en Occident. De l'autre côté, les Francs assument ce rôle avec enthousiasme, d'autant qu'a été rédigé l'un des faux les plus célèbres de l'histoire, la Donation de Constantin, par laquelle l'empereur Constantin aurait soi-disant, au IVe siècle, donné à l'évêque de Rome la primauté sur les églises d'Orient, les insignes impériaux et la souveraineté politique sur Rome, l'Italie et l'Occident. Tout cela était faux, bien évidemment, mais le nouveau rapport de force était désormais entériné. Les États pontificaux étaient créés. Gardiens de l'autorité pontificale, les Francs vont passer à la vitesse supérieure lorsque, après la mort de Pépin en 768, les Lombards, sous l'égide de leur roi Didier, vont relancer l'offensive et tenter de marcher directement sur Rome. Charles Ier, le futur Charlemagne, est désormais à la tête de la plus puissante armée d'Occident. En 773, à la suite de l'appel à l'aide du pape, il traverse les Alpes avec des intentions nouvelles, mettre purement et simplement fin à l'entreprise lombarde. En 774, après le siège de Pavie, il dépose le roi Didier et se fait nommer roi des Francs et des Lombards, en plus du titre de patrice des Romains que Pépin avait obtenu du pape. Charlemagne entre donc dans Rome la même année, accueilli par le pape et acclamé par la population de la ville. La puissance de Charlemagne ne faisant que croître, et profitant de la situation chaotique qui règne dans l'Empire byzantin où Irène aveugle son fils Constantin VI dans un contexte de querelle des images, mais aussi de la faiblesse de caractère du pape Léon III, il se rend alors à Rome et se fait proclamer empereur d'Occident. Charlemagne est à la tête donc de l'Imperium Christianum, notion héritée de l'Empire byzantin, voire du bas empire finissant, un empire dont le chef unique et tout-puissant, choisi par Dieu et vicaire du Christ, a pour mission de soutenir et de propager la foi chrétienne. L'effacement provisoire du pouvoir impérial à Byzance n'a pu que faciliter et accélérer les choses. Après la mort de Charlemagne en 814, le 9e siècle italien correspond à une phase de délitement progressif du pouvoir carolingien, mais aussi du pouvoir papal et à une plongée progressive dans le chaos et l'anarchie, d'autant que dès 806, les Arabes mettent le pied en Corse et dans les Baléares, puis en Sicile en 827 où ils resteront 2 siècles, chassant peu à peu les Byzantins. Après la mort de Louis Ier ou Louis le Pieux, l'Empire est divisé en 3 par le traité de Verdun
en 843 la partie centrale, et donc l'Italie, revenant à Lothaire, qui s'est fait imposer cette division par ses deux frères. Lothaire divise lui-même la Lotharingie, co-régnant avec ses 3 fils et attribuant l'Italie à son premier fils, Louis II, qui la dominera jusqu'en 875, date de sa mort. Très italophile, contrairement à ses prédécesseurs qui s'intéressaient peu à la péninsule, Louis II consacre son règne à la défense du sud face aux Arabes, mais aussi face aux seigneurs locaux coalisés contre lui. En 846, les Sarrasins parviennent jusqu'à Rome et la mettent à sac. Après 875, le sud de l'Italie plonge carrément dans le chaos, déchiré entre partisans du duc de Spolète et héritiers de la dynastie carolingienne qui se disputent la couronne d'Italie, et de fait le titre d'empereur d'Occident, même si celui-ci a depuis longtemps perdu de son lustre. Tout cela finissant dans l'affligeant épisode du procès posthume du pape Formose en 897. En dépit de ce chaos politique, les futurs grands centres économiques italiens du Moyen-Âge se mettent en place au cours du IXe siècle. Sur le plan agricole, l'Italie demeure assez peu développée, mais sur le plan urbain et commercial, les cités de la plaine du Pô gagnent en richesse et en puissance, se fortifient, élargissent le tissu de leurs relations. Milan, économiquement et religieusement, et Pavie, économiquement et militairement, elle qui avait été la capitale du royaume lombard, sont les villes dominantes de ce siècle. Crémone émerge autour de la batellerie sur le Pô, et au sud, les futurs ports médiévaux de grande ampleur se développent également. La fameuse Renaissance carolingienne atteindra assez peu l'Italie en comparaison à la France et à l'Allemagne. Mais il faut signaler tout de même la grande influence intellectuelle de l'italien d'origine lombarde Paul Diacre à la cour de Charlemagne. Tout au long du IXe siècle, un nombre formidable d'églises et bâtiments religieux en tout genre sont construits en Europe occidentale. En dépit de l'effacement de la présence politique de Byzance, la culture romano-byzantine demeure très influente sur le plan esthétique, architectural, pictural, et la majorité de ce qui se construit se fait sur ce modèle. Au début de l'ère féodale, l'Italie est donc divisée en gros en 5 ensembles. Le nord et le centre, jusqu'aux actuelles Abruzzes, au sein du royaume d'Italie, lui-même intégré dans l'empire carolingien déclinant, le territoire autour de Rome qui constitue les États pontificaux, les restes d'États lombards du sud, dans l'actuelle zone de Molise, Campanie, Basilicate et du nord des Pouilles, la Calabre et la moitié sud des Pouilles, encore sous domination byzantine, enfin la Sicile, sous domination islamique. Si l'Italie du Nord est épargnée par les raids vikings et sarrasins, elle n'est en revanche pas épargnée par les raids hongrois, qui la mettent à rude épreuve durant toute la première moitié du Xe siècle, eux qui se sont installés dans la plaine hongroise à la fin du IXe siècle. À cette époque, la préoccupation principale des autorités municipales est alors la fortification. C'est dans ce contexte que va monter en puissance le pouvoir des évêques et des familles comtales, récupérant la responsabilité de la protection des villes. La situation n'est alors pas simple à comprendre, mais globalement, la Lotharingie, entre la fin du IXe siècle et le début du Xe siècle, va être scindée en plusieurs morceaux pour finir absorbée par la Francie orientale. Lors de l'extinction de la dynastie carolingienne de Francie orientale vers 911, les duchés germaniques vont donc se réunir pour nommer un nouveau roi. Plusieurs rois se succèdent et s'ils se considèrent techniquement comme les héritiers des empereurs d'Occident, ils sont surtout préoccupés par le fait de repousser les assauts danois et hongrois dans le monde germanique. En Italie, c'est l'anarchie. Les luttes aristocratiques font rage, et ce sont les marquis d'Ivray, en premier lieu Béranger Ier et son petit-fils Béranger II, qui héritent du titre de roi d'Italie. Cette maison tente effectivement d'unifier l'Italie, mais son pouvoir demeure trop faible. De l'autre côté, à partir de 936, émerge en Francie orientale Othon Ier, duc de Saxe nommé roi de Germanie, qui, ayant réussi à repousser les assauts danois, slaves et hongrois, va rapidement s'intéresser à l'Italie. Parvenant à mater Béranger II, il le dépose et se fait couronner roi d'Italie, puis se rapprochant du sulfureux pape Jean XII, il vient se faire couronner empereur des Romains en 962 à Rome. Si le titre officiellement n'est que celui-ci, c'est généralement cette date qui est retenue par les historiens comme moment de la création du Saint-Empire romain germanique. À partir de cette époque, les souverains du Saint-Empire revendiqueront toujours la légitimité de leur souveraineté sur l'Italie. Pendant presque un siècle, la situation qui se met en place va consacrer l'ascendant total du Saint-Empire sur le Saint-Siège, jusqu'à la mort d'Henri II en 1056. Chaque début de règne est marqué par un rituel bien précis,
le Romerzug ou Expeditio Romana, en français l'expédition romaine où le nouveau roi des Germains doit descendre à Rome, se faire couronner empereur par le pape, ce qui occasionne à chaque fois de nombreux risques de mort pour l'empereur, soit du fait des épidémies, soit du fait du froid lors du passage des Alpes, soit à cause de très nombreuses rébellions locales qui ne manquent pas de se déclencher sur son passage. Si l'Église et les évêques s'avèrent alors le principal allié de la domination germanique sur la péninsule, l'épiscopat italien va entrer en conflit avec la couronne impériale lorsque les souverains, à partir d'Henri II notamment, vont de plus en plus attribuer les postes ecclésiastiques prestigieux à des clercs originaires d'Allemagne. D'ailleurs, une bonne partie des papes de l'époque sont germaniques. Vexés, éloignés du pouvoir, l'aristocratie italienne et les grandes familles romaines habituées à truster les hauts postes de l'Église, notamment les rivaux Crescenzi et Tusculani, vont amorcer un mouvement de prise d'indépendance du spirituel face au temporel. Mais cette période est également marquée par ce que l'on appelle la féodalisation. Monde plus urbain que l'Allemagne ou la France, l'Italie va être moins caractérisée par l'empreinte féodale que ces deux régions. Rapidement, le pouvoir urbain va être aux mains des évêques en Italie, beaucoup plus que de la noblesse chevaleresque ou du pouvoir central qui, depuis longtemps, s'est désagrégé. C'est la raison pour laquelle la possession des évêchés est un enjeu central du contrôle politique de la péninsule, et c'est la raison d'origine de la fameuse querelle des investitures, les papes et les empereurs se disputant le droit de nommer les évêques. On peut aussi évoquer le phénomène d'incastellamento, qui ne se limite pas à l'Italie, mais qui est particulièrement observé au Xe-XIe siècle, phénomène traduisant la lutte face aux incursions musulmanes en Italie et en Espagne, hongroises dans le nord de la péninsule et les Alpes, normandes en France et ailleurs, consistant dans le regroupement progressif des populations et de leurs seigneurs locaux, derrière des fortifications et des châteaux eux-mêmes souvent perchés sur des collines. Ce mouvement assez massif traduit le changement d'organisation des pouvoirs et du mode d'habitation à cette période. Dans les cités, émergent également de nouveaux types de groupements armés, les milices urbaines, chargés par l'évêque de maintenir l'ordre et dirigés par des capitaines de la plèbe dont le pouvoir ne cessera d'augmenter avec la progression dans le Moyen-Âge et l'approche de la Renaissance. Hors des zones contrôlées par le royaume d'Italie liées au Saint-Empire et le Latium, donc la région de Rome sous contrôle des papes, l'Italie du Sud se partage entre royaumes lombards et cités maritimes, qui se vendent au prix cher à l'influence soit des impériaux francs, soit des impériaux byzantins, notamment pour les cités maritimes de Gaète, Amalfi, Naples ou encore Salerne. Sur le plan culturel, on assiste à une certaine réhellénisation des zones byzantines, des Pouilles et de la Calabre. Enfin, l'émirat de Sicile contrôle l'île jusqu'au débarquement des Normands au XIe siècle. On a donc vu que le contrôle sur le clergé et notamment la nomination des évêques était un secteur crucial pour la domination de l'Italie, raison pour laquelle le Saint-Empire et le Saint-Siège, dès la fin du Xe siècle, avaient commencé à entrer en conflit. Au début du XIe siècle, l'Église est extrêmement pénétrée par les pratiques féodales laïques et un véritable sentiment de déliquescence morale se fait jour en son sein. L'insertion de l'Église dans le système féodal s'était accompagnée d'un fort relâchement de la discipline, des mœurs et même du sentiment religieux au sein du clergé. La simonie, c'est-à-dire le trafic des bénéfices ecclésiastiques et des sacrements, s'était généralisée. On déplorait également l'absentéisme des clercs, l'ignorance croissante du petit clergé et la dégradation des mœurs à tous les niveaux de la hiérarchie. À cet art, qui ruinait l'autorité morale de l'Église et détournait ses officiers de leurs devoirs spirituels, s'ajoutait l'abandon par beaucoup de communautés des règles monastiques, les abbayes devenant elles aussi objets de convoitises et de trafics divers. Ce que l'on appelle aujourd'hui la réforme grégorienne est en fait l'œuvre de plusieurs papes, 3 principalement, Léon IX, Grégoire VII et Urbain II. Mais c'est l'opposition entre le pape Grégoire VII et l'empereur Henri IV qui est restée fameuse notamment pour la pénitence de Canossa en 1077 où Henri, encore seulement roi à cette époque, se fait humilier par le pape, puis revient plus tard pour le chasser du trône de Saint-Pierre. Si la querelle des investitures est officiellement réglée en 1122, l'opposition entre l'empereur et le pape n'en est qu'à ses débuts. À ce moment-là, commencent déjà à se former les camps respectifs des Gibelins, c'est-à-dire le camp des impériaux, et des Guelfes, le camp pontifical. C'est à partir de 1016 que les Normands, en réalité de nombreuses familles d'origine scandinave provenant de tout le nord-ouest de la France, mais particulièrement de Normandie, région produisant un surplus de combattants, que les Normands donc débarquent en tant qu'aventuriers,
pèlerins vers la Terre Sainte et mercenaires au service des villes portuaires d'Italie du Sud qui cherchent à lutter contre l'influence du Saint-Empire, du pape et surtout des Byzantins et des Sarrasins. Mais ces Normands sont de tels bons combattants qu'ils sont de plus en plus recrutés et se rendent systématiquement indispensables en dépit de leur caractère violent, pillard et de leur brigandage permanent. Cette réputation va d'ailleurs tellement les suivre que le pape, dans un premier temps, sera prêt à s'allier aux deux empires pour limiter leur influence. C'est en 1059 que l'alliance se renverse sous l'influence du redoutable combattant Robert Guiscard, qui, en échange d'un serment de fidélité au pape et du versement d'un tribut, obtient de sa part la couronne des Pouilles et de la Calabre. Il ne lui reste alors plus qu'à conquérir entièrement le sud de la péninsule, ce qui sera chose faite avec la prise de Bari en 1071, de Salerne en 1077 et de la Sicile progressivement jusqu'en 1091 où tombe le dernier bastion musulman, tandis qu'il avait dès 1062 offert à son frère Roger Ier la couronne de Sicile. Grisés par leur puissance, les Normands, dans les années 1080, ayant expulsé les Byzantins d'Italie, vont vouloir finir le travail en poussant jusqu'à Constantinople, ce qui sera un échec et conduira à la mort de Robert Guiscard en 1085. Toujours est-il qu'en dépit de leur brutalité restée dans les mémoires, les Normands unifient pour la première fois le sud de l'Italie sur un territoire qui donnera à terme naissance aux deux Siciles, en y installant une très efficace administration, comme leur entre guillemets compatriote Guillaume le Conquérant avait su le faire en Normandie et en Angleterre à la même époque. Par ailleurs, ils sont, sur le plan culturel, assez respectueux du syncrétisme sicilien et n'empêchent pas les apports artistiques présents de longue date sur l'île, qu'ils soient byzantins, arabes, romains ou bien sûr normands, comme on peut le voir à la cathédrale de Montréal. Venons-en maintenant à la période d'essor des villes italiennes, entre le XIe et le XIIe siècle. L'idée phare, c'est que la cause fondamentale de l'essor urbain de l'Italie médiévale réside dans des explications de très long terme. Si l'Italie a pu se développer à un tel niveau, c'est parce qu'elle était déjà plus urbanisée que le reste de l'Europe de l'Ouest à l'époque romaine. Et même si les villes avaient été durement éprouvées par des siècles d'invasion germanique, elles avaient été les premières à se fortifier et par conséquent à s'adapter à un nouveau type d'économie et de société. Au Moyen-Âge central, elles étaient prêtes, avant les autres, à affronter les défis d'un capitalisme naissant et d'une économie de réseau basée sur la production et l'échange massif de biens et de services. Mais comment alors expliquer les raisons de l'essor économique de l'Occident chrétien à partir du début du XIe siècle, essor qui durera jusqu'au début du XIVe siècle? Il est évident que cette embellie est provoquée notamment par une hausse de la production agricole, qui mène à une hausse de la démographie. En fait, les historiens ont du mal à désigner une seule cause dominante à cette hausse de la production agricole. C'est la raison pour laquelle de nombreux facteurs explicatifs très intéressants sont mis en avant. Parmi ceux-ci, le motif technologique. Il est indéniable que l'amélioration des techniques agricoles, les techniques de traction des bœufs notamment, ou encore la multiplication des moulins à eau et des forges améliorant la qualité des métaux, a joué un rôle. Toutes ces techniques étaient déjà connues auparavant, mais elles se mettent à être utilisées massivement, surtout à partir du XIe siècle, en partie pour remplacer l'esclavage qui devient de plus en plus marginal, alors qu'il occupait une place centrale à l'époque antique et même encore au haut Moyen-Âge, jusqu'aux Carolingiens. À cela, il faut ajouter le rôle probable de l'optimum climatique médiéval. Du Xe au XIVe siècle, le niveau des eaux et la régularité de l'ensoleillement se stabilisent à un niveau idéal, et on connaît peu d'années complètement déréglées sur le plan climatique. Enfin, il ne faut pas oublier le facteur guerrier. À partir de cette époque, les grandes invasions, qui n'avaient jamais vraiment cessé depuis le IIIe siècle, se calment durablement, avec la fin des invasions arabes au sud et des invasions normandes au nord, à l'ouest et en Méditerranée. Au XIIIe siècle, les invasions mongoles échoueront pour leur part à pousser plus à l'ouest que la Pologne. Par ailleurs, concernant les Sarrasins, il ne faut pas oublier l'aspect bénéfique des croisades à partir de la fin du XIe siècle, donnant un caractère international à la lutte contre les invasions islamiques, ce qui a permis un gonflement des effectifs luttant contre leur présence, mais les croisades ont également permis la création de routes solides et durables de commerce avec l'Orient. À tout cela, il faut ajouter que cette période du Moyen-Âge central correspond à une profonde transformation géographique et paysagère de l'Europe. On constate sur cette séquence très précise un immense effort de défrichement, déboisement,
assèchement et assainissement des marais, expansion des zones de culture et d'élevage. Concernant l'Italie, ces phénomènes concernent davantage le nord et le centre de la péninsule que les territoires situés au sud de Rome, plus accidentés, plus compartimentés, et où le regroupement autour du château seigneurial, donc l'incastellamento, se prête moins à l'extension des villes autonomes, étendant leur domination sur le plat pays. Dans la plaine du Pô, de très vastes espaces incultes et inondables ont été défrichés, asséchés et rendus à la culture grâce à d'importants travaux hydrauliques. Dans les zones plus vallonnées, telles que la Toscane et l'Ombrie, la mise en valeur s'est faite par le déboisement et la construction de terrasses. La spécificité du modèle italien tient au fait que le processus de modernisation y est plus largement qu'ailleurs tributaire du fait urbain. Nulle part autant qu'en Italie, la ville ne domine la région qui l'entoure et qui constitue parfois un espace considérable pouvant englober plusieurs agglomérations urbaines de plus petite dimension. C'est ce que les Italiens désignent par le terme contado, que nous traduisons très approximativement par plat pays ou arrière-pays. L'histoire de villes telles que Florence ou Milan est émaillée d'innombrables guerres visant ainsi à satelliser des cités voisines et à les maintenir dans leur mouvance. Dans le nord notamment, cela a eu une influence sur les types d'élites que ça a formé sur le long terme. Au contraire de la France par exemple, pays de seigneurs et de vassaux, les seigneurs en Italie, du fait de la satellisation très rapide de la campagne par les villes, ont été rapidement contraints de s'installer intramuros, les mettant en concurrence avec les nobles commerçants et les propriétaires urbains. C'est la raison pour laquelle, si la France médiévale est un pays de seigneurs régnant sur des terres, l'Italie du Nord est un pays de familles régnant sur des cités, d'où les Borgia, d'où les Médicis, les Sforza, les Doria, les Della Scala, etc. Si l'Italie du Nord connaît donc une expansion urbaine, technologique, artisanale et agricole, l'Italie du Sud connaît la prospérité grâce au grand retour du commerce dans les cités maritimes, notamment donc avec l'Orient. Cette prospérité est en partie due à la révolution technologique qui commence également dans le secteur de la navigation, avec de nouveaux bateaux plus maniables, avec de plus grandes capacités d'emport, la construction d'arsenaux mieux adaptés et l'adoption de nouveaux moyens d'orientation comme la boussole ou l'astrolabe. Nous arrivons donc à la conclusion de cette première partie sur l'histoire de l'Italie médiévale. Dans le prochain épisode, on entrera plus dans le détail des villes italiennes et de leur évolution, qu'il s'agisse de Naples, Gênes, Pise ou encore Venise. On verra également que les rapports de pouvoir évoluent à cette période avec des communes qui gagnent en autonomie et en identité, et des rapports entre la papauté et les empereurs germaniques qui se complexifient. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager, le liker et le commenter. Et à bientôt sur Historiapolis.